Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci pour la fidélité que vous accordez à votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble, c'est Info Télévision. C'est bien sûr votre programme culte, le quotidien sur Info TV et dans votre vie depuis pratiquement l'avènement de cette émission et l'adoption de ce programme. C'est le débat qui s'invite chez vous dès l'instant. Un jour très important pour le Cameroun parce que c'est celui qui marque l'ouverture de la deuxième session de l'année parlementaire au Cameroun. Députés et sénateurs rentrent donc en salle ce jour à partir de 11h. Et ça, c'est ce que nous allons en quelque sorte aussi essayer de disséquer dans un moment bien précis. Mais à côté de cela, c'est aussi le moment pour nous d'écraser une larme parce que il y a un aux dirigeants africain qui nous a malheureusement précédé. Pierre Nkuruziza, nous sommes là au Burundi, nous a quitté hier de suite d'un arrêt cardiaque. C'est ce qui a été dit dans la communication à nous envoyée par les plus proches de ceux désormais défunts. Chers téléspectateurs, au Cameroun, nous sommes toujours dans la mouvance de la lutte contre le coronavirus et compte tenu de la reprise des classes le 1er juin dernier, il a été indiqué d'apporter un soutien, une mesure d'accompagnement, une mesure barrière pour les élèves et étudiants. C'est ce qui résonne comme le don de 170 000 masques dont le chef de l'État a offert à tous les étudiants et aux élèves pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, bien naturellement, dont remis par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika hier à toutes les structures qui sont concernées par la reprise des classes dont j'ai signifié il y a quelques instants. Voilà en tout cas le gros de votre émission de ce matin qui sans doute va revenir, je l'ai dit, sur le bien fondé même de cette session ordinaire qui aura comme grand mot à l'ordre du jour pour ce qui est des travaux auxquels vont s'attarder et vont s'atteler les députés et sénateurs. C'est la révision du budget au Cameroun depuis le 3 juin dernier et ça sera donc adopté certainement pour la session en cours. Chers téléspectateurs, ça sera avec vous naturellement derrière vos différentes réactions, SMS par WhatsApp ou simple canal, mais également avec notre panel toujours présent. Je vais commencer par le Patrice Bilois ici qui est là ce matin comme toujours. Bonjour. Bonjour Monsieur Fangonou, je salue ceux qui prennent la peine de nous regarder, je salue l'Afrique et je salue le monde et j'espère que petit à petit l'Afrique sort des griffes, il faut dire ça comme ça, des griffes de l'Occident. Ah.
Alors, très rapidement, on va pas commencer cette émission sans rendre hommage à cet homme qui nous a quittés hier. Avec vous, on échangeait sur le décès, malheureusement, appris sur Pierre Nkurunziza. Effectivement, l'Afrique vient de perdre une véritable personnalité panafricaine, et un président qui avait du courage et surtout le courage de dire ce qu'il pense. Et aujourd'hui, un autre Sankara s'en est allé. Et il s'en est allé, on a dit, d'un AVC. Mais après cela, on a laissé entendre que c'était du Covid-19. Et parce que sa femme aurait attrapé la maladie et on l'aurait, je crois qu'elle a été évacuée au Kenya. Et ce qu'il faut retenir de cette affaire-là, de mon point de vue, est que si c'est vrai, et ça me semble probable, parce que Nkurunziza n'était pas un fainéant, n'était pas un gâteux, il faisait du sport, et donc qui meurt d'un AVC, c'est possible. Puisqu'on a vu des sportifs mourir sur les terrains de football, mais seulement la manière dont la chose a été relatée me semble cacher quelque chose, puisqu'on parle d'un respirateur qu'on aurait importé pour lui d'un pays voisin. Je dis ceci, ça peut être vrai, comme ça peut être faux, qu'il est mort d'une autre maladie, mais il faut absolument qu'on fasse peur aux Africains, parce que vous vous souvenez que lors des campagnes électorales, personne n'a suivi les consignes de l'OMS, c'est-à-dire la distanciation physique, le port du masque. Il y avait foule et personne apparemment ne suivait les mesures dites barrières. Donc, on veut dire à l'Afrique, vous voyez, voilà quelqu'un qui disait que le coronavirus c'est rien, que Dieu va arrêter ça, que lui-même faisait des grandes soirées ou des grandes manifestations de prière où il disait aux gens qu'il n'y a rien, Dieu va arrêter. Mais ce qu'il faut dire, je crois, Dieu n'arrête rien. Je vous le dis ici depuis. Dieu n'arrête rien. Merci. Parce que Dieu nous a donné la capacité de discerner, de faire des choses, de faire ou de ne pas faire. Et lorsque on déresponsabilise les Africains en leur disant, en mettant tout sur le dos de Dieu, cela est extrêmement dangereux. Merci, Patriarche. Hubert Essomba, bonjour. Bonjour, monsieur Fa. Bonjour également à tous les millions de téléspectateurs qui regardent chaque matin cette émission sur Info TV. Alors, vous aussi, vous avez appris le décès de Pierre Nkurunziza hier. Avec beaucoup de regrets, puisque le patron venait de le relayer ici, que c'est tout un patriarche, que l'Afrique est un patriarche panafricain, que l'Afrique vient de perdre là. Je pense très bien que ça rentre en droite ligne de ce que disait à une certaine période là René Dumont, l'Afrique noire est mal partie, parce que justement, voilà les Africains qui ont su prendre la mesure de la cause pour pouvoir sortir de l'Afrique des méandres, des griffes de la colonisation, c'est-à-dire des griffes de l'Occident. Mais il n'était pas totalement écouté de par ses pairs et peut-être de par une majorité de la population noire à qui on a un peu enlevé un certain type de droits et même de libertés, puisqu'on leur a imposé une façon de voir. Et je pense très bien qu'il faut saluer la mémoire de cet illustre disparu, puisque en vérité, l'Afrique en a perdu un véritable patriarche panafricain. Oui, moi je voulais ajouter un truc avant que Bertrand ne prenne la parole. Moi j'ai été sérieusement sonné parce que M. Nkurunziza avait l'âge de mon premier enfant. J'ai donc vu, parce que vous savez, lorsque vous enterrez votre enfant, c'est une partie de vous que vous enterrez. Bien évidemment. Et ça, c'est très, très douloureux. Et c'est très pénible. Il vaut mieux que ce soit le contraire, parce que dans notre tradition, dans notre culture, moi je vous le dis tout le temps, de la Léké, où on dit, c'est-à-dire les vieux palmiers doivent mourir pour être remplacés par des jeunes. Voilà. Alors, Valère Bertrand Bessala, bonjour. Bonjour M. Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à M. Hubert Essomba, bonjour à notre très vénéré patriarche.
Une très malheureuse surprise hier, le décès de Pierre Nkurunziza. Ben oui, il ne fait pas toujours bon de savoir qu'un grand homme est décédé, mais la mort ne distingue pas ce genre de choses. Comme j'aime toujours l'habitude de le dire, s'il est mort, lui au moins il était président. Bon, les autres qui meurent tous les jours dans l'anonymat, bon, peut-être qu'ils ont une double malchance, mourir et mourir anonyme. Incognito. Donc lui au moins, il meurt certes, mais il meurt au moins connu. Donc c'est déjà une grâce que de mourir connu, parce que et de laisser son nom dans l'histoire. Donc il y a des morts qui sont de belles morts, il y en a aussi qui sont de très mauvaises morts. Moi je crois que il meurt d'une belle mort. Donc on ne peut pas tellement voir aussi en sa mort une négativité, du moment où il a eu aussi à diriger un pays pendant 15 ans. Donc il est quand même à la tête, il était à la tête du Burundi jusqu'à il y a 3 semaines, le 20 mai, depuis le 15 août 2005. Donc, mais je crois qu'on doit davantage aussi saluer en lui la maturité politique à laquelle il a fait, c'est-à-dire de décider de ne pas se représenter à la magistrature suprême de son pays, connaissant un peu l'histoire de l'homme qui a toujours été, qui a été dans le maquis burundais Hutu pendant au moins 25 ans. 25 ans, et juste après les accords d'Arusha de 2000, après ce grand conflit qui a divisé et le Burundi, et le Rwanda, et la RDC, après les accords d'Arusha, il a décidé de se calmer et d'entrer dans un processus démocratique en sortant du maquis. Donc on peut saluer parce qu'on sait que les rebelles, quand ils arrivent au pouvoir, c'est difficilement qu'ils veulent en repartir. Donc au moins, il a montré que non seulement il a changé son étoffe de rebelle en étoffe de citoyen d'une société normale, mais aussi il a même aussi changé sa psychologie et sa moralité de rebelle qu'il a troqué avec celle d'un patriote. Parce que c'est ça le plus important que moi je pense qu'on peut retenir de M. Nkurunziza. Il n'a pas continué à être rebelle, même étant devenu président. Sinon, il serait resté au pouvoir ad vitam aeternam, aurait modifié la constitution ad vitam aeternam. Donc, il a décidé de céder le pouvoir à l'un de ses successeurs que lui-même il avait choisi. C'est pas mauvais parce que je dis toujours, trouver un successeur pour son pays ou pour le pouvoir n'est pas mauvais en soi. Le problème est-ce que vous êtes disposé à quitter le pouvoir et en laissant au moins un pays debout? Parce que c'est ça le plus important. Mais laisser aussi le peuple choisir, parce que même son successeur était en concurrence avec un autre candidat. Donc il a réussi à avoir quand même 68%. Ça montre quand même qu'il y a quand même une démocratie déjà au Burundi qu'il a dû insuffler entre 2005 et 2020. Donc je crois qu'il est aussi à féliciter. Je m'insurge aussi contre ces opinions des médias occidentaux. J'ai suivi, on ne va pas les citer ici, qui présentaient un dictateur, qui présentaient... Vous savez, c'est aussi un grand penseur et qui disait quand vous voyez déjà les médias occidentaux féliciter un président africain, sachez qu'il ne travaille pas pour son peuple. Si vous voyez un président africain être traité par les Blancs comme dictateur, c'est qu'il travaille pour son peuple. Donc ça montre effectivement que ce monsieur était justement là au service du Burundi. Et on a eu à le voir. Et je crois qu'on va voir peut-être, parce qu'ils ont sorti par exemple certaines vidéos où il aimait jouer au football tout seul, il n'aimait pas qu'on lui passe des dribbles, il aimait toujours qu'on le gardien aille à gauche quand il tire à droite. Donc vous dites que voilà, c'est un dictateur. Voilà, donc je crois qu'il est important que l'on comprenne que l'homme, à travers ce qu'il a eu à faire dans son pays, a remis son pays sur les rails. On sait que ça n'a pas été facile en 2015 pour lui, lorsqu'il a fallu en 2015 de prendre l'avion notamment pour Dar es Salaam à 6h30 très tôt le matin, parce qu'effectivement la foule s'était soulevée au Burundi, mais la paix est revenue. Il a compris en fait qu'il est bon pour lui aussi qu'il puisse écouter son peuple, parce que certainement il était dans la logique de s'éterniser. Mais je crois que les événements de 2015 l'ont davantage assagi et lui ont fait comprendre que s'il tient à garder la postérité debout, s'il tient à garder le Burundi debout, s'il tient à garder un héritage de sa main et de son intelligence au Burundi, il faudra absolument qu'il prépare sa transition et qu'il laisse un successeur. Et c'est ce qu'il avait fait. Je crois que c'est à saluer. Maintenant, je sors par là. Il est important que les autres pays et les autres présidents en Afrique comprennent qu'il faut le faire.
il n'est pas bon de mourir au pouvoir. Lui n'est pas mort au pouvoir, mais vous voyez qu'il était à 2 doigts de mourir au pouvoir. Parce que quand la mort arrive, elle n'avertit pas. Elle ne vous donne pas le jour, elle ne vous donne pas l'heure. Mais heureusement qu'il avait déjà au moins procédé à cette transition-là. Même si Évariste Ndayishimiye prendra effectivement le pouvoir en août prochain et que le pouvoir sera, la transition sera assurée par Mabenda, qui est le président de l'Assemblée nationale. Mais il reste que Mourou, comme on l'appelait souvent, le réconciliateur, Nkurunziza, il a compris cela et que les autres présidents comprennent aussi cela. C'est pas bon de mourir au pouvoir, c'est pas bon pour un pays. Merci Valère Bertrand-Bessala pour ajouter de l'eau à votre moulin. C'est juste rappeler que du côté du Burundi, on a décrété toute une semaine de deuil national en la mémoire de Pierre Nkurunziza qui malheureusement nous a quittés. Alors on va laisser le Burundi, nous allons revenir tout de suite au Cameroun parce que le pays est secoué comme le reste de certains pays du monde, parce que c'est pas l'ensemble des pays du monde qui sont secoués par le coronavirus, mais le Cameroun fait partie de ceux qui véritablement trouvent pas assez le sommeil à cause de cette maladie. Voilà pourquoi le chef de l'État a donc initié encore une fois la remise des dons, et cette fois c'est le don des cache-nez à l'endroit des élèves et étudiants. C'est par rapport à la reprise des classes annoncée et entamée depuis le 1er juin dernier. Et je vais commencer justement par l'enseignant qui est sur ce plateau avec nous, Hubert Essomba, un don de pratiquement 170 000 masques aux élèves et étudiants camerounais, dont du chef de l'État. C'est à saluer. C'est vrai qu'on a toujours pensé que mieux vaut tard que jamais. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'on était en train de décrier. Au moment où on avait justement annoncé la reprise des cours le 1er juin. On était dans une mouvance où presque rien ne semblait bouger dans le sens des dispositions à prendre concrètement sur le terrain de la pratique des cours dans les salles de classe. Donc, des cache-nez du chef de l'État est annoncé et arrivé. On est dans la logique de penser effectivement qu'il faut quand même faire quelque chose, même si ça arrive tardivement. Puisqu'effectivement, on a commencé les cours le 1er. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 10. Les cours ont été effectués dans la salle de classe. Ça veut dire que de nombreux parents étaient dans l'obligation de faire d'autres efforts pour que les enfants accèdent à la connaissance, parce qu'il fallait maintenant acheter les cache-nez et ce n'était pas évident pour toutes les familles. On sait très bien que de nombreux ménages au Cameroun, à Yaoundé et même dans presque tous nos villages ont une maladie qui leur est commune, c'est-à-dire la porosité des poches. Ça fait qu'en vérité, on a presque tout dépensé pendant l'année scolaire. Il va falloir également reprendre avec le taxi, le goûter de ceci et ainsi de suite. Et le cache-nez n'est pas totalement définitif, puisque c'est même pas en une semaine, puisqu'il faudrait en utiliser 1 ou 2, c'est-à-dire presque 6 par semaine. Ça fait que si le parent n'est pas assisté, si l'élève n'est pas accompagné, et effectivement, il y a des difficultés. Bon, je pense peut-être que le chef de l'État a su saisir ce taureau, même comme il est arrivé un peu avec ses légers retards, comme pour dire effectivement que ceux qui sont nécessairement placés pour pouvoir réfléchir et lui apporter des solutions escomptées font presque pas un bon travail, parce qu'en réalité c'est ce qu'on aurait pu commencer par faire il y a très longtemps. Bon, c'est arrivé comme c'est arrivé, on peut dire merci. Alors, c'est un merci, ça c'est formulé par un enseignant qui est avec nous sur ce plateau, Patrice Biloa, ici, parent d'élèves. Voici que les élèves ont reçu les cache-nez du chef de l'État. Il y a un problème pour moi. Ce n'est pas une mauvaise chose que le président donne des cache-nez aux élèves. Il y a déjà non seulement le nombre, mais comment cela s'est passé. Est-ce que le président a décidé, a dit, par exemple, au ministre des Finances, donne tant d'argent pour qu'on achète tant de cache-nez? Parce que dans ces opérations-là, connaissant la voracité de nos responsables, il serait souhaitable qu'une opération comme celle-là soit, j'ai dit, limpide. Limpide, c'est quoi? C'est que on nous dit, on a reçu tant d'argent et on a acheté tant de cache-nez, un cache-nez coûtant tant. Si on ne fait pas ça avec le Camerounais, il y aura toujours quelque chose à grignoter, de manière indue, hein, pas de manière claire. Donc, je dis tout en disant que l'acte, s'il vient du président, parce que
même là aussi, je doute, puisque sur très haute instruction du président, parfois c'est pour faire plaisir au président, ne sachant pas que cette histoire condamne le président de la République à tous les coups. C'est-à-dire, lorsque ça va mal, on dit, mais puisque c'est lui qui donne l'instruction, donc c'est lui le responsable. Il y a des gens qui prennent des très mauvaises initiatives et vous disent que cela a été fait sur très haute instruction du président de la République. Je voudrais dire, en tant que parent d'élèves, parce que j'en ai encore deux qui sont concernés. Qui sont concernés. Je dis merci, mais je vérifierai si ils ont eu des cache-nez. Mais sinon, ça va encore être une affaire de copains et de coquins. 170 000 cache-nez au total, Valère Bertrand Bessala, voilà ce qui a été remis aux élèves et étudiants camerounais. Oui, 170 000 cache-nez. Il faut d'abord que nous nous félicitions aussi, parce que je crois que nous avons été ici les seuls à avoir demandé, sous réserve que les autres revendiquent aussi cela. Parce que si nous-mêmes nous ne revendiquons pas ce que nous avons au moins dit, qui va le faire pour nous? Personne. Donc au moins nous avons dit ici que avant de commencer l'école, au moins, comme le président a l'habitude de faire des dons partout, des seaux de maçons, machin, et qu'il puisse au moins aussi faire au moins ce don aux élèves et surtout aux enseignants. Bon, vous voyez donc, si j'ai dit surtout aux enseignants, vous pouvez imaginer ce que je m'apprête à dire. Alors, 170 000 cache-nez aux élèves et les enseignants alors. Parce que là, c'est encore la question qui me blesse. Mais donc, restons d'abord sur les élèves et les étudiants. Et les enseignants sont des fonctionnaires. Ah non, mais les enseignants sont des fonctionnaires, mais ils vont au contact des élèves. Un enseignant peut aussi vous dire qu'il a tellement de dépenses à la maison que c'est compliqué pour lui de se donner le luxe d'acheter un cache-nez. Et il y en a aussi qui doivent penser que si l'élève a déjà le cache-nez, pourquoi lui il va encore pas le cache-nez? La preuve c'est qu'on a vu le président lui-même que recevoir un ambassadeur, l'ambassadeur au cache-nez lui n'en a pas. Donc l'enseignant peut aussi bien se dire je suis le président de ma salle de classe. Si tout le monde a déjà le cache-nez, pourquoi moi je vais en mettre? Donc il fallait aussi procéder à cela. Parce que vous voyez, c'est des risques que l'on court parfois. Vous pouvez avoir un proviseur qui peut dire à un enseignant, vous n'avez pas de cache-nez, l'enseignant lui rétorque bien que, eh ben, moi j'ai pas d'argent pour acheter au cache-nez. Et vous n'allez rien faire à ce monsieur. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas celui qui ordonne la dépense dans son argent ou dans son salaire à la fin du mois. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, ça, c'était un débat, une virgule. Mais je dis, restons sur les chiffres. Vous savez, l'année scolaire 2019-2020 nous annonçait qu'environ 12 100 000 élèves et étudiants rentraient à l'école. Dans cette proportion, enlevons les enfants du primaire étaient évalués à 6 700 000. 6 700 000. Ceux des collèges, c'est-à-dire de 6e en 3e, étaient évalués à 3 400 000. Ceux du secondaire, c'est-à-dire du second cycle, seconde en terminale, étaient évalués à 2 300 000. Donc si je fais un peu ces chiffres, vous pouvez déjà imaginer les proportions. Mais alors, il s'agit quand même des classes d'examen. Bon, parce qu'on est resté sur la logique des classes d'examen. Si on reste sur la logique des classes d'examen, je doute fort que nous ayons eu le chiffre. Je doute fort. Parce que je crois que la même année, on nous a annoncé qu'environ 300 à 400 000 élèves, c'est-à-dire que ce soit du primaire, c'est-à-dire ceux qui feront le CEPE, ceux qui feront le concours d'entrée en 6e, ceux qui feront le BEPC et tous les examens avoisinants, que ce soit en technique comme en général, le probatoire, ainsi de suite, que ce soit dans le système francophone ou au système anglophone, et les bacs seront dans les 500 000. Vous distribuez donc 170 000 cache-nez. 170 000 cache-nez. Pour qui? Et bon, ajoutons aussi les étudiants. Vous savez, la population estudiantine du Cameroun est évaluée à elle seule, à elle seule, elle est évaluée à plus de 250, 300 000. C'est-à-dire, quand je dis 250, 300 000, je compte toutes les universités d'État, je compte même les universités privées. Alors, vous voyez que si je suis seulement dans cette logique, je suis à au moins 800 000, une population de 800 000 élèves et étudiants qui ont repris le chemin de l'école. Parce qu'ils sont soit en classe d'examen, primaire
et secondaire, soit ils sont dans l'enseignement supérieur où il faut continuer l'école. Parce que dans l'enseignement supérieur, on ne parle pas de classe d'examen. On reprend première année, deuxième, troisième, quatrième, M1, M2. Vous voyez donc comment c'est compliqué. C'est-à-dire 170 000 masques, c'est pour donner à qui? J'ai vu comment le ministre de l'administration territoriale avait aligné tous les ministres en charge de l'enseignement. Tout le monde portait un petit paquet symbolique entre ses mains. Ridicule. Ridicule. C'est-à-dire que nous sommes dans une gouvernance de fantoche. Nous sommes dans une gouvernance spectacle où on se moque de la misère. Pourquoi le ministre de l'administration territoriale? Parce que vous vous retrouvez avec un ministre qui donne des cache-nez à d'autres ministres. Donc on ne pouvait pas donner ces fonds directement à ces ministres pour qu'eux-mêmes puissent fabriquer des cache-nez en proportion de la population, des élèves et des étudiants qu'ils ont dans leur secteur. Donc vous comprenez maintenant le souci du patriarche tout à l'heure et M. Hubert Somba. C'est-à-dire que vous comprenez que le don n'est pas celui du président de la République. Le don n'est pas celui du président de la République. C'est un ministre qui s'est assis, s'est dit, bon, comment je fais pour me démarquer? Et il a trempé la main dans sa caisse. Il a dit, bon voilà, peut-être avec les reliquats des 2 milliards des sauts maçons, on ne sait pas trop où il allait chercher l'argent. Et il a dit, je fabrique les cache-nez, 170 000. Et comme on dit d'habitude, un don du président de la République. Et on fait un rapport pour dire au président, j'ai donné à ton nom. Parce qu'en fait, le souci pour lui n'est pas de donner des cache-nez aux enfants qui vont à l'école. Le souci pour lui est de se démarquer auprès du président de la République. Mais on nous a aussi appris quelque chose quand même dans notre petite éducation. Ça ne sert à rien d'aider quelqu'un à moitié. Soit vous aidez quelqu'un et vous l'aidez vraiment, soit alors vous vous en abstenez. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne voudrais pas que l'on pense qu'on a quelque chose contre ce ministre, mais on a vraiment comme l'impression qu'il est un problème pour ce pays. On a comme l'impression qu'il est un problème pour le président de la République. Mais Monsieur Hubert vous a dit quelque chose, peut-être il n'est pas allé au fond de l'affaire. On a toujours à l'esprit l'affaire du Tulip Council, Hayward, l'anglais, qui est arrivé 2 jours après la signature du traité de 1884 avec les chefs de Douala, avec l'Allemagne. Mais c'est la même chose. Vous apportez les masques le 10 juin ou le 8 juin, je ne sais pas, c'était avant-hier ou hier, je ne sais pas quand. Hier. Hier. Mais l'école a commencé depuis 9 jours. Ça veut dire que s'il fallait même contaminer tous ces enfants seraient déjà morts même depuis. Ou bien comme on sait que les enfants sont des porteurs sains, ça veut dire qu'ils auraient déjà contaminé leurs parents qui attendent simplement de déclarer la maladie dans 14 jours. Merci Valère. À quoi cela sert-il d'agir de cette façon? Bravo, Monsieur Bessala. Mais attention, si tu as des enfants. Parce que j'ai osé dire ici que 290 millions pouvaient servir à autre chose que d'acheter des pâtes alimentaires et des morceaux de savon. Mais j'ai reçu les foudres de toute de la liquide prévaricatrice. C'est-à-dire, en premier lieu, mon propre oncle, et il est ici. On m'a appelé de partout. Juste après l'émission? Oui, on m'a appelé de partout. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne sais pas que tu as des enfants? J'ai dit, et je l'ai dit officiellement ici, j'ai des enfants, eux aussi, ils ont des enfants. S'ils ont des oreilles, qu'ils comprennent. Très bonne émission. Les retraités attendent toujours les 20% promis par le communiqué du Premier ministre le 30 mai dernier dans leur pension. Louis Dugénie nous écrit ce matin. Bonjour à vous, Info TV. Merci. Je félicite ce président burundais qui a fait sortir son pays de la CPI. Je suis fier de lui, malgré sa mort tragique. France 24, pour citer, qui a dit, malgré la mort de ce monsieur, a critiqué sa gérance au pouvoir. Est-ce que les Français vont enfin laisser l'Afrique en paix, de prendre son destin en main? Pourquoi ils ne font pas ça aux Asiatiques comme ils le font? Ici, nous devons tous sortir de cette CPI. Là serait le premier pas de manifestation. C'est Richard Ayouk d'Etoudi qui nous a écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Que le président nous laisse avec le mot don. C'est pas un don, c'est plutôt notre argent. Robert nous écrit depuis la ville d'Ezeka.
Bonjour à vous tous sur le plateau. Pour moi, ce don devrait être prioritairement distribué aux élèves des zones reculées au détriment des zones urbaines, nous écrit Charlie depuis Soie, qui a commencé en disant bonjour Jean-Bruno Fangonet ainsi qu'à tes invités, sans oublier les millions de téléspectateurs qui suivent ce programme dans le monde. Le don du cache-nez ou alors les cache-nez du chef de l'État est une bonne initiative et j'espère que cela ne sera pas comme les PBH des universités. Reste aussi à savoir si cela est pris dans les caisses de l'État ou du fonds propre du citoyen Paul Biya. Charlie depuis Soie, je l'ai dit, c'est lui qui a envoyé ces 2 messages. Bonjour à tout le panel, merci déjà. Vraiment souhaitons, soyons sérieux dans ce pays. Comment est-ce que le président et son gouvernement qui ont fixé la date de la rentrée au 1er juin depuis début mai viennent aujourd'hui, après plus d'une semaine de la reprise des cours, faire un don de cache-nez, d'autant plus qu'il a été exigé aux parents de se rassurer que leur progéniture quitte leur domicile pour se rendre à l'école avec des masques de protection. À quoi sert donc ce gaspillage? Idrissa Abdou depuis Ngaoundéré. Bonjour à vous tous sur le plateau. Ce don n'est pas du chef de l'État. Covid-19 est devenu une excuse pour piller les caisses de l'État, justement. Roméo Ompele nous écrit « Bonjour, Monsieur Valère Vessala, vous avez raison. La population des élèves est estimée à 7 millions dans tout le Cameroun. Je suis le prophète de la SAP. C'est le dieu de la haute couture qui m'a envoyé Ariel Info Versace, qui nous a écrit en même temps. Bien. Bonjour à vous, Jean-Bruno. Peut-on avoir la répartition des 17 000 cache-nez offerts aux élèves et étudiants par le président? Emmanuel s'interroge. Peut-être que ça sera un autre exercice auquel il va nous envoyer tout de suite. Patrice Biloua, ici, nous sommes toujours dans la distribution de ces dons, 17 000 justement. 170 000. 170 000, merci. 170 000 masques pour les élèves et étudiants. Vous avez dit merci dans un premier temps, mais maintenant, vous avez réclamé parce que si votre enfant n'arrive pas à la maison, arrive à la maison sans cache-nez, ça voudrait dire que... il n'a rien eu. Qu'il n'a rien eu et qu'on n'a pas pensé à lui. Oui, j'ai dit, le geste, le fait de donner est une très bonne chose. Ça rentre dans la coutume ou dans la culture africaine. Mais seulement, il y a matière à questionner. Comment ceux qui ont pris cette initiative n'ont pas pu essayer d'accorder le nombre de masques, et des élèves. Mais ça me paraît, pour ne pas être très dur, ça me paraît incohérence, pour ne pas dire idiot. Nous voulons que le Cameroun marche. Et si le Cameroun marche, c'est parce que tout le monde a la parole, puisque personne n'a la science infuse. Je peux me tromper et Valère me rectifie ce que j'ai dit, ou mon frère et Somba rectifie. Mais on ne veut pas de cela. L'administration au Cameroun s'est accaparée de tout. C'est-à-dire, on n'a rien à faire, on ne réfléchit pas. C'est un peu comme les dogmes des religions. Tu n'as pas... Il faut croire. Non. Le Cameroun est sorti de cette marmite-là. On l'a enfermé pendant longtemps. Parce qu'effectivement, du temps du premier président, il n'était pas question de contester quoi que ce soit. Une contestation valait une prison politique. Vite fait, sans jugement. Hein. C'est les gens qui parlent de dictateurs ou de dictature. Pourtant, la France existait. Et c'est la France qui l'a mise au pouvoir. Mais aujourd'hui, que nous avons la possibilité de parler, mais il y a des gens qui voudraient nous en interdire. Non. Biloa ne se taira que le jour où le Créateur va lui dire « Écoute, sur le registre des morts, je barre ton nom. » Des vivants. Mais des vivants, pardon, je barre ton nom. Alors à ce moment, je vais me taire. Mais ce n'est pas quelqu'un... Je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont francs-maçons, rosicruciens et autres. Moi, j'ai des moyens qui sont au-dessus de tout ça. Oui. Qu'ils attaquent mes enfants, on verra la réponse.
il croit Personne que n'attaquera vos enfants, hein, Patrice Biloy, ici. Vous êtes là pour parler, édifier le peuple, et c'est ce que Dieu attend de vous. Ça veut dire que oui, lui-même... Dieu, le Cameroun attend de chacun de nous. Ce n'est pas, il faut laisser Dieu où il est. Le Cameroun attend de chaque citoyen un travail qui fait avancer le pays. Donc, ici, là, votre histoire de cache-nez ou de masque, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est une histoire bidon des voleurs qui voudraient encore mettre la main dans la caisse de l'État, parce que ces masques ne sont pas achetés par le salaire d'un ministre ou d'un directeur. Alors, donc c'est pour cela que nous disons, ne mettez pas le nom du président dedans. Faites votre truc. De toute manière, ceux qui l'ont fait, beaucoup ont été punis. Et aujourd'hui, peut-être regrettent-ils d'avoir à chaque fois mis le nom du président en avant. Hubert Essomba, vous êtes enseignant et avec vous, on va essayer de faire quelques calculs parce qu'il y a un téléspectateur qui nous a écrit. Et en même temps, je pose la question. Vous avez soulevé et relevé cela pour dire aussi que c'est vrai que mieux vaut tard que jamais. Mais nous sommes pratiquement à 9 jours après le démarrage du troisième trimestre. Alors, il dit ici, 17 000 masques divisés par 360 communes égale à 472,22 masques par commune. L'homme fait lui-même. Landry de Kousséry, à peu près. Voilà ce que ça représente pour notre ami Landry. Alors, les deux questions vont ensemble. C'est quoi? C'est que la réflexion est arrivée tardivement ou alors on ne savait pas qu'on devait véritablement faire don aux élèves afin qu'ils soient épargnés ou alors en sécurité contre le Covid-19? C'est le résultat d'une incohérence dans la gestion de la cité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit politique, le mot politique vient justement des deux mots grecs. Hein, politéa, police et théa, la vie dans la cité. Ça veut dire que la vie dans la cité exige une synergie d'action qui sort elle-même aussi d'une vision de la cité. Alors, lorsque nous sommes face à une crise comme celle que le monde subit aujourd'hui, et que nous sommes effectivement victimes de certaines situations, notamment l'arrêt des cours depuis le 17 mars, je crois très bien que lorsqu'on a prévu reprendre les cours le 1er juin, toutes les dispositions nécessaires d'accompagnement auraient pu déjà être prises en priorité. Et si donc les cache-nez qui constituent l'un des éléments aussi des mesures barrières, arrivent avec ce grand retard. Élément fondamental. Oui, bien évidemment. Arrive avec ce grand retard, parce que ce n'est pas un grand retard, le disait tantôt mon ami M. Valère Bertrand Bessala. Parce que l'école a commencé lundi passé. Et c'est lundi d'après que nous voyons le don arriver, des cache-nez. Ça veut dire que la contamination, si elle avait eu lieu, peut-être aurait pu déjà attraper presque même les animaux aujourd'hui. Pour dire qu'en vérité, monsieur Biloy le disait tout à l'heure, la confiscation de l'espace public, c'est l'une des conséquences de la colonisation par le régime de la France. Parce que voilà, la France ne tolère pas cela. C'est pour cela que vous avez autant de mots qui s'ajoutent au vocabulaire de ceux qui revendiquent notamment. Vous trouverez que, à certains on dira, c'est des maquisards, parce qu'ils sont dans le maquis, parce qu'ils ont juste osé réclamer, revendiquer à juste titre ce qui leur est de droit. D'aucuns seront même des terroristes, certains seront des vampires de la parole, et des rebelles, pour dire en gros que si nous continuons dans cette école française qui a fait de nous les héritiers des colons, nous allons tomber toujours dans les mêmes situations. Oui, puisque effectivement, quand vous regardez bien notre système éducatif, c'est un système qui est effectivement, qui reste en rapport avec la volonté de la colonisation, c'est-à-dire la pérennisation de la colonisation. Ça fait qu'on n'est même pas dans une espèce de logique à sortir un jour de cette prison pour que nous devenions nous-mêmes, pour prendre en main
notre véritable sens, de manière à comprendre très bien que lorsque nous faisons face à une situation de crise, je ne prends que celle-là, nous devons nous déployer chacun dans son élément. Voilà donc maintenant, quelqu'un a posé une question ici, pour comment est-ce qu'un ministre peut arriver à faire des dons à d'autres ministres. Ça, c'est comme si c'était une histoire, c'est comme si c'était un jeu. Et ça vous avez suivi qu'un ministre a fait des dons à... Du moins, nous on a vu c'est le MENAT qui a distribué. on a vu le ministre. Il n'est que la courroie de transmission. Il est allé prendre l'argent à la présidence. Il y a un ensemble de services à la présidence. Je crois qu'il y a même déjà le cabinet civil qui est là-bas. Il y a également le secrétaire général qui est là-bas. Il y a tellement de services. Vous n'allez pas faire un procès à celui qui a... Non, je ne fais pas de procès. Je suis seulement dans une logique pour dire que, en vérité, si c'était donc un don, on aurait donc, comme les hautes instructions existent, les hautes instructions du Premier ministre avant d'atteindre le MINESEC, donc d'abord passer par le MINAT, c'est une question que je me pose. Je crois que les hautes instructions auraient pu être tout simplement diligentées. Ça peut dépendre de la source des fonds qui ont permis à l'achat pour une bonne cohésion, pour une synergie d'action, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle en politique la praxéologie. L'argent mobilisé est plutôt entre les mains du ministre de la Santé, non? C'est ce que je dis, ça dépend donc du canal par lequel on a pris de l'argent pour acheter les cachenets en question. Valérie Bertrand Bessala, nous sommes toujours dans cette logique-là. Est-ce que quand c'est vrai que vous avez réclamé qu'on devrait normalement prendre soit l'argent ou alors les cachenets, puisqu'on parle des cachenets, et remettre individuellement à chaque ministre du secteur désigné, mais maintenant, la somme, oui, 17 000 au vu de tout ce qui forme 170 000. Mon Dieu, 17 000. J'ai quel problème avec 17 000 aujourd'hui? 170 000. Ça ne s'éloigne pas. Il suffit d'enlever un zéro. Un zéro. Pour tous les élèves, oui, ça ne donne pas. Mais maintenant, c'est un don qui vient naturellement en appui de ce que vous-même vous avez fourni comme effort. On peut aussi comprendre ça là. Quel appui, M. Fangono. Je vois, vous avez fait reculer M. Hubert Somba tout à l'heure en lui posant la question que vous voulez faire un procès donc, à celui qui a fait le don. Non, attendez, il faut lui faire un procès, effectivement. Il faut lui faire un procès. À celui qui a fait le don. À celui qui a remis. Moi, j'ai dit ce don n'est pas du président de la République. Non. Il faut arrêter ce ridicule. On ne va pas ridiculiser le président de la République tous les jours. Ce don n'est pas du président de la République. Un auditeur, un téléspectateur a vu clair tout à l'heure, il vous l'a dit. Non, on doit faire un procès à ces ministres. Je crois que quand on est sur des plateaux de débat, c'est justement l'occasion même des procès. Sur la gouvernance, sur la gestion du pays. Il faut faire un procès à ces parce qu'il est en train de pousser le bouchon trop loin. 2 milliards, quand on a distribué des seaux partout, il n'y a aucun effet. Rien du tout. Alors qu'on aurait pu favoriser Cléda, Madame Payou avec Ngoulbetara, qui travaillait dans l'affaire et nous faire un laboratoire. Même dans les 2 milliards, il aurait dû, puisque la date de reprise des coûts était connue depuis. Il aurait pu, dans les 2 milliards, choisir même de faire 1 million de cachenets. Que ça aurait été intéressant. Non mais attendez, il faut lui faire un procès. Allons-y. Parce que moi, je ne sais pas. Peut-être que lui, il a peur du ministre de l'administration. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Non, personne n'a peur de lui. Alors, il faut lui faire un procès. Parce qu'il s'agit... Mais là, je vais poser une question. Parce que le don, dans le mot don, ça dit tout. Hein, ça vient en appui, ça vient... En appui de quoi? C'est une aide. Vous avez dit déjà... Vous n'avez rien Vous n'avez pas d'obligation. Vous avez dit déjà aux parents, et M. Hubert vous l'a rappelé, le patron l'a rappelé, dit aux parents, il faut que chaque enfant parte de la maison avec un cache-nez. Voilà. Le don que vous apportez donc 10 jours après, c'est pour faire quoi? En appui de quoi? C'est ce que vous avez déjà. Est-ce que vous avez donc fait une évaluation du nombre de parents qui n'ont pas envoyé leur enfant avec des cache-nez pour dire que c'est 170 000 qui vont suffire? Je vous ai donné les stats. Le Cameroun compte au moins 800 000 enfants qui vont en classe d'examen, tout niveau confondu. 170 000, c'est pour faire quoi? Vous savez, allons dans l'évaluation. 170 000 cache-nez, vous savez qu'un enfant a besoin. On avait fait cette évaluation avant quand nous proposions qu'on puisse donner que le président fasse donc un don. Vous voyez comment les gens nous écoutent, mais ils profitent plutôt des propositions que nous faisons pour aller tremper les mains dans les caisses et aller construire les châteaux. Parce que nous, on le proposait et on faisait une évaluation. Chaque enfant doit avoir au moins 2 cache-nez. Parce qu'il porte un aujourd'hui, arrivé à la maison, il le lave, il porte l'autre pour demain. C'est comme ça, donc 2 cache-nez. 170 000 en fait, dans la logique, ça veut dire que vous avez donné les cache-nez à combien? À 8 000, à 8 500, à 85 000, voilà, à 85 000 élèves. C'est-à-dire qu'on est supposé donner 2 cache-nez à chaque enfant.
Je ne sais pas si vous comprenez l'image du don. Bon, je vous ai dit que la population est de 800 000 environ. Vous savez combien d'enseignants il y a au Cameroun? C'est 871 000 enseignants. Tout niveau confondu. Et vous savez que dans le primaire, on peut même dire qu'évacuer même les enseignants du primaire. Si nous prenons le secondaire, l'enseignement supérieur, laissez les professeurs d'université parce que vous allez dire qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont s'acheter eux-mêmes les cache-nez. Regardons seulement le secondaire. C'est au moins 50 000 qui vont rentrer, qui sont rentrés à la craie le 1er juin. Alors, écoutez, 85 000 élèves à qui vous donnez des cache-nez, vous oubliez les enseignants, vous oubliez même d'autres élèves parce qu'ils sont au moins 800 000 qui sont en classe d'examen, Vous comprenez donc que ça, c'est de la souillure, c'est de la honte sur le président de la République. Il faut que les ministres arrêtent d'utiliser le nom du président de la République pour n'importe quoi. Quand vous allez dire que c'est le ministre de l'administration territoriale, il n'est pas un super ministre. S'il y avait même un super ministre, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres nationaux. Oui. Parce qu'en plus de cela, il est ministre d'État. Et des palmes académiques. Quand on gradue les ministres, il vient avant le simple ministre que le MINAT. Même si vous allez me dire que le ministre de l'administration territoriale est à la tête d'un ministère de souveraineté, c'est un ministre d'État. Ça veut dire qu'il a préséance sur le ministre de l'administration territoriale. Bien évidemment. Donc, un ministre ne peut pas inviter un ministre d'État pour lui dire viens prendre un don. De combien? Bon, répartition. Le ministre d'État, Oui. le ministre de l'administration territoriale, on a obligé qui à être là. Quand le ministre d'État lui-même, il a compris non, que je c'est suis un dans don. l'analyse, Lui, monsieur. il a compris que c'est un don. Non, vous savez les symboles dans cette République. Vous savez, plus grand vous êtes, plus petit vous devez être. Plus grand vous êtes, plus petit vous devez être. Le ministre de l'enseignement supérieur lui a donné une leçon. Parce qu'un ministre comme M. Atangandi ne devait pas faire ce qu'il a fait. Il ne devait pas faire ce qu'il a fait. Je laisse le côté là. Vous allez comprendre. Ce n'est pas une affaire de personne. Non, je dis le ministre de l'enseignement supérieur lui a fait une leçon. Donc, à l'endroit des Le ministre de l'enseignement supérieur lui a fait une leçon. Si vous voulez que j'explique, je vais expliquer. Le ministre de l'enseignement supérieur aurait pu envoyer son secrétaire général. C'est-à-dire dire que je suis un ministre d'État. Je ne viens pas à une convocation d'un simple ministre. Il s'est levé lui-même et allé s'exposer devant les médias avec un petit paquet pour dire voilà donc un ministre d'État, un ministre qui a donné un petit don à un ministre d'État. Il est parti en toute humilité. Si le ministre de la mission territoriale a de la jugeote, il doit comprendre que le chancelier des ordres nationaux lui a fait une leçon. Mais je sors de là. Pour dire quoi? Pour dire que j'ai donc déjà réparti les 170 000 masques. J'ai réduit à 85 000 parce qu'il fallait en donner 2 à chaque élève. Vous comprenez? Alors, vous comprenez combien a eu le ministre de l'enseignement supérieur? Ministre de l'enseignement supérieur, parce que c'est les étudiants. Enseignement secondaire, éducation de base. Allons un peu dans les estimations, parce que nous ne sommes pas dans les chiffres qu'ils ont utilisés là-bas. Je parie que si on divise les 17 000 là, les 170 000 là par 3, faisons une chose pareille. Ces messieurs-là ne sont pas partis de là avec plus de 60 000 masques. 60 000 masques. Si vous enlevez donc 60 000 masques seulement pour l'enseignement supérieur, vous comprenez qu'avec les 300 000 étudiants qui rentrent à l'école, le ministre de l'enseignement supérieur doit encore chercher comment? Il doit encore chercher 240 000 masques pour compléter aux autres étudiants. Voilà. Non, je continue, écoutez. Quand on dit donc du chef de l'État, le chef de l'État ne choisit pas. Le chef de l'État, c'est un bon père de famille. Il ne choisit pas dans sa maison les enfants à qui il donne et ceux à qui il ne donne pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est ridicule, monsieur Effa, comprenez-moi. Allons dans l'enseignement secondaire. Vous êtes en train de conclure. Oui, je sors par là. Allons dans l'enseignement secondaire. 60 000 masques à Madame Nalova Lyonga. Vous donnez à qui? Dans une population de l'enseignement secondaire qui a avoisiné à près de 600 000 élèves qui rentrent à l'école. Alors, elle va donc donner, elle va trouver 540 000 masques. Où? Pour les autres élèves. Alors, un père ne fait pas de dons à certains enfants et en exclut d'autres. C'est ça le plus important. À vous, Valère, ainsi que Hubert, tout de même comme... Oui, je voudrais prendre... Pour que je n'oublie pas ce que je voudrais dire. On voit ta préoccupation, c'est d'essayer de calmer le jeu lorsqu'il s'agit de Minat. La préoccupation de qui? De vous? De toi.
personne ici n'est contre la personne de M. Atangandi. Je suis dans une logique et dans une vérité qui se trace là. Personne ici n'est contre la personne de M. Atangandi. Il s'agit d'un acte. Et cet acte, si vous voulez, concerne les Camerounais. C'est pour ça que nous... Moi, je reste dans le mot patriarche. Je pose la question. Alors, selon vous, on ne devait rien faire, rien donner? Il valait mieux ne rien faire. C'est une question. Il valait mieux ne rien faire. Je pose la question à chacun. Non, on ne crée pas des normes pour les violer. Non, c'est pas possible. Si on crée des normes pour les voler, il vaut mieux ne pas les créer. Quand on fait une gradation dans les ministères, c'est un simple ministre, c'est un ministre d'État, mais c'est pas pour rien. Vous pensez, lorsque le président a décidé que M. Ngongo était ministre d'État, c'était une promotion. C'est une promotion qui met M. Ngongo au-dessus des simples ministres, également de M. Famendongo. Mais qu'un simple ministre convoque, non, monsieur, dans la norme, ça ne va pas. Merci. Donc, je termine en disant, personne ici n'est contre monsieur Valère Bertrand Bessala. Il ne fallait pas faire ce don? Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Vous êtes père de famille parce que peut-être... Je vais peut-être expliquer terre à terre pour que les téléspectateurs comprennent le problème. Vous ne pouvez pas avoir 10 enfants dans une maison. Vous êtes un père de famille, vous sortez du travail. Vous achetez 3 petits bouts de 3 pots de yaourt. Vous avez 10 enfants. Vous donnez à qui? Vous donnez à 1, à 2, à 3. Les 7 autres vous dites, attendez votre tour demain. Attendez. Vous comprenez qu'il y a un problème, non? Vous allez créer un problème dans la famille. Oui. Il me semble, monsieur Efa. Non, répondez-moi. C'est vous qui posez les questions. C'est de ça qu'il est question. Le père de famille, le bon père de famille que le président de la République n'a pas fait ça. N'a pas fait ça. Le bon père de famille fait ceci. S'il n'a pas dit pot de yaourt pour tous les enfants, il préfère plutôt convertir l'argent des yaourts en bonbons. Oui. Pourvu qu'il ait des bonbons pour toute la maison. Oui. Si ça ne suffit même pas, autant ne même pas acheter. Il rentre chez lui, il mange à table. Il ne fallait pas faire le don de 170 000 masques aux élèves et étudiants. Vous avez la réponse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de mal faire. Vous refusez le don du chef de l'État? Il y a plusieurs façons de mal faire dans la vie. Faire à moitié. Faire à moitié. Ce qu'il faut faire réellement. Ou alors empêcher aux autres de faire parce que vous êtes dans une logique que cela ne soit pas fait. Et il y a même également le refus total de ne pas du tout faire. Moi, je crois très bien que ce don a beaucoup de reproches. 1, d'arrivée tardive de ce don. 2, la quantité de ce don, loin d'apporter la solution, va, je vous assure, créer plutôt des problèmes. On commence toujours par un et après le reste viendra. Merci à vous, Valère Bertrand Bessala. Merci à vous. Hubert Essomba, Patrice Loïs. Le gouvernement camerounais ne travaille pas pour le peuple, mais pour faire plaisir au chef de l'État, tout en pillant les caisses de l'État. Il ne faut pas faire honte au nom de notre président. 170 000 cachinés ne représentent rien compte tenu du nombre d'élèves au Cameroun. Eraste nous écrit depuis Bafia. Bonjour à vous tous sur le plateau Info TV. J'espère que ces masques viennent de la SICAM qui a un gros problème d'écoulement de stock pour des raisons de coût. Pourquoi n'a-t-on pas subventionné la fabrication des masques par cet organe-là? Alim nous écrit depuis Mbouda. Merci à vous Alim. Bonjour à vous tous sur le plateau. Cache-nez, mais on n'a jamais vu cela à l'école. On achète nous-mêmes nos cache-nez avec notre propre argent. On nous a jamais partagé les cache-nez. C'est depuis Kousséry que notre ami nous écrit. Merci Hubert, parce que les cache-nez sont arrivés hier et certainement à partir de la suite de cette semaine, vous les aurez dans vos différentes institutions scolaires. Bonjour Info TV. Bravo Bessala, brillante intervention. Digne fils du pays, que Dieu te bénisse. J'ai que ce envoie des gens pour t'attaquer parce que ce monsieur s'attaque à tout et partout. Je veux prier Allah qu'il veille sur toi. Mal Alioum depuis Marois nous a écrit bonjour à vous, cache-nez aux élèves, pourquoi pas dans les bars, aux buveurs. La vie éducative et religieuse est négligée, mais les brasseries ouvertes, c'est vraiment honteux au Cameroun. Voilà quelqu'un qui... le patriarche que je connais me dit le nom.
Bonjour, InfoTV, on risque de me répéter comme hier, vous faites un bon travail, mais l'impact sur le changement est faible car nos dirigeants ne respectent que le rapport de force. Ceux qui le font plier utilisent les règles de l'empowerment. Où sont les problèmes, les lobbies qui influencent, ça veut dire que qui sont les lobbies qui influencent les décisions des députés, comme ailleurs. Koundela nous a écrit ce matin. Il est 11h00 en Galmandouga. Mesdames et messieurs, voici la publicité. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrone, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contacter au numéro 651 36 91 74. L'ANACAF, votre guérison, notre priorité. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance A pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Assima.
À Simba, nous l'avons appelé Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là-dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, maintenant et rapidement, nous allons pour la revue de la presse et nous ouvrons la page par le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui nous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la reprise des salles pour parler de la rentrée avec les membres du Parlement. La session s'ouvre donc ce jour. Députés et sénateurs retrouvent les hémicycles dès ce jour dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Particularité, les deux chambres seront logées au Palais des Congrès. Et toujours avec ce journal, on a la lutte contre le Covid-19 et les 170 000 masques dont du chef de l'État remis aux 4 représentants des ministères chargés de l'éducation au Cameroun. C'est la même information traitée par Info Matin qui dit dans spécial du chef de l'État, c'est dans les pages 2 et 3 que nous retrouvons cette information. 170 000 masques offerts au secteur éducatif. Le Minat pour la Tangandia a solennellement remis le présent hier aux 4 chefs de département ministériel concernés. C'est ce que nous rappelle justement ce journal Info Matin que nous allons laisser pour prendre cette fois-ci la suite de notre revue de presse. C'est avec le journal Mutation. Pour les mutants, oui, c'est Photo Victor, le baobab profané. Dans ce journal, on dit les batailles autour des obsèques et la succession du capitaine d'industrie consacrant sa seconde mort, évocation d'autres déchirures familiales après des décès d'hommes d'affaires. C'est dans la page 5 qu'on retrouve cette information à nous relayée par Mutation. Mutation cède la place à Reporter Hebdo de Raymond Barme-Kamba. Samuel Ouazizi, diable au faciès d'agneau. C'est ce qu'il dit et dans la suite de cette information, journaliste à ses heures perdues, ce terroriste travaillait comme logisticien
quotidien pour le compte de groupes séparatistes. C'est donc toute une enquête qui est ouverte et qui a été retracée ici par le journal Reporter Hebdo, qui est dans son bas de une parle piraterie maritime transfrontalière. Le Cameroun et la Guinée équatoriale en phase, dit Reporter Hebdo. La suite, c'est le quotidien. Respect des mesures barrières contre le coronavirus dans le secteur de l'éducation nationale. Le chef de l'État offre 170 000 masques de protection. C'est ce que dit ce journal L'Œil du Sahel. Session parlementaire, les attentes des populations du Grand Nord. La suite, c'est avec le soir. Le Triebdo nous parle de la riposte gouvernementale contre la COVID-19, la touche de billets en faveur du fer de lance de la nation. Dans cette information, les 170 000 masques offerts par le chef de l'État sont destinés aux universités d'État et privées, aux grandes écoles, aux lycées et collèges, ainsi qu'aux établissements de formation professionnelle et aux écoles primaires. Ces dons ont été remis solennellement hier par le ministre de l'administration territoriale à tous les ministres en charge du secteur de l'éducation. La page 3 est plus bien placée pour vous en dire davantage. Pour l'indépendant, crise sanitaire, la viralité des fake news, c'est ce que nous envoie regarder aujourd'hui l'indépendant dans l'histoire humaine, des technologies, de l'information et de la communication n'ont été aussi présentes dans la gestion d'une catastrophe planétaire. C'est l'un des grands enseignements du Covid-19. Toutefois, la vitesse de circulation des TIC a généré aussi de la surinformation qui filtre dangereusement dans certains cas avec la désinformation. Page 6 et 7 avec l'indépendant, vous avez l'intégralité de l'information. Émergence, secteur de l'eau. Gouffre à malversation. Tous les DG qui ont géré l'entreprise du service public de l'eau ont eu des démêlés avec la justice. Des milliards engloutis tandis que les Camerounais meurent de soif. C'est ce que nous dit Émergence de ce matin. Pour le jour, barrage. Des ONG dénoncent les dégâts de l'Ompangar. On va laisser ce journal pour prendre Popoli. Donné pour mort, le digne successeur reprend du service. Et là, on a justement Popoli qu'on va laisser pour prendre signature et fermer la page. Trump et les droits de l'homme aux États-Unis, flagrant délit. On va laisser justement la revue de la presse avec ces quelques informations, tout en vous invitant à aller dans les kiosques, vous en procurer et vous aurez encore plus de bien à suivre ce qui est dit intégralement dans les différentes unes présentées ce matin. Rapidement, quelques réactions des téléspectateurs. En plus, qu'est-ce qu'il a commencé d'abord à dire? Parce que là, c'est seulement en plus. Bonjour à tout le panel. Désolé, mais cette histoire de don est un non-événement car nos enfants vont à l'école depuis la rentrée avec leur masque lutteur des bois qui nous écrit. Il dit donc en plus, nous avons d'autres urgences. Les magistrats font pire que le MINAT. Les prisons sont truffées des prévenus. Mais ça ne doit pas nous distraire. Lutteur des bois qui nous écrit ce matin. Merci déjà à vous. Luther, bonjour le plateau. Le don du chef de l'État est un grossier mensonge d'État aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit. On va prendre ses autres réactions. Bonjour à vous tous sur le plateau. Très talentueux Fangolo, merci. Bonjour à tout le panel, dont des cache-nez et puis quoi encore. C'est là ce qu'on reproche au ministre de l'administration territoriale, cette façon de reprendre le nom du chef de l'État comme un paravent, comme une sorte de façade pour faire une propagande inutile de leur propre personnalité et non celle du chef de l'État. Est-ce que ces ministères sont incapables eux-mêmes de préconiser et mettre sur pied la fabrication des cache-nez pour leurs élèves? On veut nous faire croire que la République, dont l'État du Cameroun fonctionne déjà avec les dons de charité de Paul Biya. La question reste posée. Où est passé l'État qui est normalement au service du peuple? King de Santa Barbara s'interroge dans ce sens-là ce matin. Alors, la suite. Bonjour à vous sur le plateau. Nous vivons là une autre mise en scène des membres du gouvernement vis-à-vis du peuple camerounais qui, à chaque fois, pour leur intérêt personnel, posent des actions soi-disant au nom du président de la République, juste pour être bien vu par ce dernier. Sauf qu'ils semblent oublier que certaines actions qu'ils semblent poser au nom du chef de l'État sont parfois sujets à certain nombre de questionnements au sein de l'opinion publique qui demandent après combien de jours de la rentrée ce dont arrive-t-il. Ça veut dire que ces élèves et étudiants, s'il fallait contaminer des Camerounais,
nombre de Camerounais, cela se serait passé déjà depuis. Bref, au lieu des dons inutiles, cet argent aurait pu être utilisé à nos chercheurs sur le champ de bataille de la Covid-19. Merci. Bonjour Info TV. J'espère... attendez, non, voilà. J'espère que après les dons du chef de l'État en cache-nez, entre guillemets, il n'y aura pas rebondissement de l'opération épervier. Merci, M. Valère Bessala. Mapure à Djindare, Fumban. Merci. Bonjour, une fois de plus à vous. J'ai travaillé 20 ans à la CNPS. On a payé la pension à tous mes collègues, sauf à moi. Ils me disent d'attendre encore 10 ans, alors que nous avons même âge. Jean-Paul, depuis Ebola, il a un problème sérieux là, parce que tous ses collègues ont été payés, sauf lui. Là, il faut aller te laver au village encore. Je pense que c'est ça le problème. Bonjour, le panel. Votre émission devient de plus en plus une opportunité de faire le procès des collaborateurs du chef de l'État. Ça a commencé. Les gens vous écoutent et veulent bien comprendre si les analyses sont faites pour descendre un tel ou tel autre et toujours dédouaner le chef de l'État lui-même. Le gouvernement est solidaire dans son action. Arrêtons de penser que un tel est brillant et un tel autre est stupide. Je suis bien flatté de savoir que le Cameroun est le seul pays d'Afrique où on fait le procès des membres du gouvernement en Mondovision, car dans tout le bouquet canal, il n'y a aucun autre pays qui nous offre un tel spectacle. Raymond depuis Pointe-Noire. Depuis le Congo, naturellement. Bonjour le plateau, Monsieur Jean Bruno, ne jouez pas à l'avocat du diable. Quand un don part du président de la République vers des ministres, il doit passer soit par le cabinet civil ou alors par la primature, sauf si dans le cas du Cameroun, il y a 2 premiers ministres. Alain Boutou nous a écrit, il a commencé depuis le matin en disant: bonjour le plateau, pourquoi le patriarche et l'enseignant qui sont parmi vos invités ne s'inclinent pas devant la mémoire de Madame Bekolo Ebe, la sœur du patriarche et collègue de l'enseignant qui est décédé hier. Alain Boutou, concernant le fameux don de cache-nez, je salue l'absence du ministre de l'Éducation de base à cette mascarade, Alain Boutou. Et pour dire à Alain Boutou, ça peut-être ça sera après, je lis d'abord tous les autres messages et je vais lui dire quelques mots tout simplement. Bonjour, certes le gouvernement devrait venir en aide aux écoles, mais attendez, soyons aussi compréhensifs de la conjoncture. Si chaque parent donne un masque à son enfant, ça pourrait faciliter les choses. Encore que les masques, selon l'OMS, peuvent être des tissus simples qu'on peut relaver après usage, disons-nous, bien en au moins que les données aient échangé, que la SICAM n'est pas rationalisé. Il y en a des actionnaires tchadiens, français et allemands. Bref, chacun devrait être responsable à son niveau. Alain Bella, Monsieur Bessala, arrêtez de parler avec émotion. En France, le gouvernement a-t-il donné des masques aux enfants? Le gouvernement appuie à son niveau et peut-être c'est une première. Il y aura certainement encore une suite. Il faut déjà saluer l'initiative gouvernementale à Yaoundé 2. Il y en a eu, en plus du don du gouvernement, ceux des ONG partenaires. La responsabilité est globale. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire un procès de faciès au Minat. Alain Bella, Monsieur Bessala, ne vous contredisez pas. Un jour, il me souvient que vous avez dit il vaut mieux 1 que 0. Pour l'exemple du yaourt, où peut-on donner au cadet si le père n'a pas assez et les aînés comprendront. Alain Bella, c'est toujours lui qui a envoyé le message. Bonjour Info TV, les ennemis du Cameroun sont ceux qui gouvernent. Les seaux et les savons n'étaient que le folklore. Voilà, les masques juste pour justifier la dépense, la dépendance de qui se moque-t-on? Voilà, une interrogation encore. Alors les autres messages, vous allez m'en excuser, hein, chers téléspectateurs, je le dirai tout à l'heure parce que je dois introduire l'autre thématique du jour. Mais maintenant, pour rester avec notre ami qui nous a écrit concernant l'hommage à rendre à ceux qui nous ont précédés, il y a Madame Ebe qui est décédée hier. Il y a le jeune footballeur de Tonnerre Calara Club. On ne va pas citer tous les décès qu'on a sous la main. Franchement, nous inclinons devant les mémoires de ceux qui nous ont précédés, et ça c'est à chaque instant. Si on a choisi de parler du président burundais, c'est parce que par moment il faut aussi faire honneur aux voisins, parce que dès cet instant ils sont pour une semaine de deuil national. Ça c'était une parenthèse juste pour... Non, je voudrais dire à ce monsieur, à cette dame que
Bilo ici n'a pas un radar qui collecte toutes les informations de la République. Oh, oui. Merci. Parce que s'il fallait s'incliner, c'est qu'il ignore ce que cette dame est de la Léquier. Elle est ressortissante de Léquier, la dame dont il parle. Je n'étais pas au courant. Donc, je crois alors, messieurs, rapidement, je l'ai dit, nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont précédés parce que là, c'est ce que nous faisons tous les jours ici sur le plateau. Mais maintenant, nous devons aussi parler de la lutte contre le Covid. Peut-être un commentaire. Un commentaire encore? Oui, juste un commentaire léger. Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion et peut-être de méprise. Je dis méprise, de confusion sur ce qui est dit. Non, on n'a pas un problème personnel. Pourquoi les gens pensent toujours qu'on a un problème avec un ministre ou ceci? Peut-être qu'en parlant de la gestion, on est toujours obligé de parler du gestionnaire. Parce que parfois tout ça est lié. Donc, je pense que on pourrait peut-être nous faire le procès de parler en mal d'un ministre quand on rentre déjà dans des arguments ad hominem, c'est-à-dire qui ont trait à sa beauté, qui ont trait à son luxe, à sa vie privée, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on reste sur la gestion. Mais la gestion et le gestionnaire sont toujours étroitement liés. Donc, c'est comme cela. Je voudrais aussi rappeler que ceux qui pensent qu'il vaut mieux qu'un tu l'auras, il faut qu'ils sachent que dans la gestion des affaires publiques, il n'y a pas cette logique-là. Le 1 vaut mieux un tien que un tu l'auras. C'est dans nos affaires du quartier là. Quand l'État prend une décision, c'est pour faire. Et pour faire, il fait entièrement ou il ne fait pas. C'est comme cela que ça marche. Donc, on ne voudrait pas que l'on pense que on a fait des stats ici pendant que vous faisiez la revue de presse. Les masques là, même si l'État prenait un masque à 200 francs, 200 francs seulement, 1 million de masques aurait fait 200 millions de francs. Si ça avait été même piqué dans les 2 milliards que le président avait offert, que ça n'aurait même pas égratigné cet argent-là. Donc, qu'on nous laisse cette affaire-là où on pense qu'on va distribuer 170 masques pour une population d'élèves et d'étudiants qui revient à 800 000 élèves et étudiants. Je crois que c'est très important que le peuple comprenne, et nous l'avons toujours dit ici à Info TV, qu'il faut que le peuple comprenne qu'il doit se prendre en charge lui-même dans la lutte contre le coronavirus. Merci. Nous avons évoqué la fois dernière, je sors par là, le cas par exemple des centres de prise en charge de Covid-19 qui étaient vides. Une fois qu'on a fini le débat ici, ils ont commencé à admettre des malades de Covid là-bas à l'intérieur parce qu'effectivement on avait ouvert la boîte de Pandore, on avait sorti ce grand secret parce qu'en fait ils pompaient l'argent du chef de l'État, l'argent que le chef de l'État avait investi en fonds de solidarité dans la location de cette tente-là et de ces liens. Merci Valérie Trambessala. Humble et sincère, Monsieur Fangono, pour votre bonne gestion de ces grandes intelligences chaque jour dans votre émission. Autour Marcelin, artiste et musicien. Mais toute ma reconnaissance aussi envers vous, grand frère. Bonjour, c'est Abou qui revient. Je suis 100% avec M. Valère que ce ministre cesse de vilipender. Le président, on a tous vu le professeur procéder lorsqu'il fait un don à travers les ordinateurs aux étudiants, c'est du public et du privé. On a tous reçu ce don sans discrimination. Courage à vous, les panélistes. Bessala, je suis fan de vous, Patrice, merci. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant parler du budget. Le Cameroun qui voit donc son budget aller être abaissé à pratiquement 4 951,7 milliards de francs CFA. Désormais, c'est depuis le 3 juin dernier, le président de la République a pensé qu'il était nécessaire de le revoir ainsi. C'est un rapport avec la lutte contre le Covid-19. Au cours de l'année, pendant que nous sommes pratiquement... On retombe dans la même flagornerie. Il faut arrêter ça. J'ai vu en France un ministre dire, bon, il y a telle situation, je vais présenter un projet de décret demain au Conseil des ministres. Mais, dit, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Dans ce genre de choses, c'est la gestion pratique des fonds publics. Le président, il connaît quoi? Ce sont les responsables qui estiment que nous avons, compte tenu de l'impact négatif de Covid-19, nous devons rectifier et diminuer le budget parce que les prévisions compter sur telle niche et qu'aujourd'hui ça ne peut pas aller. On vient vous dire le président, non, le président a beaucoup de choses à faire, qu'on laisse ça, ce n'est pas le président. Dites le ministère par exemple des Finances,
à des techniciens, à des spécialistes qui voient comment il faut faire pour qu'on n'ait pas de déficit ici, qu'on n'ait pas de dépassement là-bas. Mais quand on fait ça, dites, c'est lui qui a fait. On a vu dans d'autres pays des lois porter le nom de ceux qui ont conçu ces lois-là. Qu'on nous laisse l'histoire du président. C'est de la flagornerie. Ça ne tient pas la route. Je l'ai toujours dit ici. L'administration n'est pas verbale. Aucun de ceux qui marchent avec la brosse à dents de monsieur Biya ne nous a montré un document où le président avait donné des instructions. Or, des instructions, dans ce cadre-là, devraient être écrites. Donc, qu'on arrête. Le président a estimé qu'il fallait... oui. Il ne dort vraiment pas, le président. Hubert Essomba, nous sommes là pratiquement aujourd'hui à 542,7 milliards de francs CFA de réduction pour une variation équilibrée à 11% sur le budget initial du fonctionnement du Cameroun pour 2020. Vous voyez, M. Efang, ça ne s'éloigne pas de ce que les autres ont souvent appelé la théorie du complot. Comme le disait tantôt le patriarche. Finalement, c'est un peu comme le Dieu en Afrique. Lorsque vous mangez, parfois, quand vous mangez très bien, peut-être on ne pense même plus à Dieu. Mais quand vous heurtez votre pied sur un caillou là, ouais mon Dieu, et ainsi de suite. Donc Dieu devient presque responsable plutôt du mal et non du bien. En fait, c'est comme si nous avons dans notre fonctionnement une seule personne à qui on va confier toutes les ressources. C'est vrai que c'est lui qui se prend devant les candidats. Enfin, devant les populations pour être voté. Mais en fait, quand j'entends le mot économie, je vois au moins 3 facettes. Il y a la production, il y a la distribution et il y a la consommation. Ça fait que le budget, en termes d'économie, devrait être élaboré en fonction au moins de ces éléments. Ça veut donc dire que dans une vision réelle, on sait très bien que notre budget a prévu ceci pour production et que dans la crise qui s'est vue actuellement impacte pour tant et tant en termes de prévision, on peut arriver à nous servir cela. Cela est en rapport avec les données concrètes sur le terrain. Même malheureusement, on fait comme si tout dépendait seulement que du chef de l'État qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui a prévu le budget à temps, c'est lui qui justement le réduit également aujourd'hui à temps et ainsi de suite. Attention, ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose qui est calculé derrière. Et c'est pour cette raison que... Qui prépare le budget? C'est le président? Ce n'est pas ce qui est dit, Patrice Villois, ici. C'est parce que justement, quelque chose est caché derrière cette histoire où tout ne dépend que du chef de l'État. Tout. Les dons à fournir, je ne sais à qui là, le chef de l'État. Sur de hautes instructions du chef de l'État, on a décidé de faire ceci et de faire cela. Et attention, monsieur Efa, je vous dis que ces calculs politiques, ne jouons pas avec cela. Et les gens ont des ambitions que parfois la population, la masse, ne parvient pas à bien voir concrètement. En réalité, nous ne sommes pas en train de dire ici que la crise du Covid-19 n'a pas d'impact sur l'économie. Est-ce qu'on a tellement besoin de revenir donc pour dire que le président a réduit le budget et ainsi de suite? Non, attention. C'est parce qu'en vérité, on veut se cacher derrière le président. D'ailleurs, vous allez voir que la plupart de ces membres du gouvernement ne parlent qu'au nom du président, mais n'agissent pas au nom du président. Parce que vous allez voir, quand on regarde bien les avoirs des uns et des autres dans les différentes banques privées et ainsi de suite, là-bas, ils n'agissent pas au nom du président, encore moins sur les hausses d'instruction. Parce qu'il y a de l'argent à prendre. On n'a plus besoin du président. Mais quand il y a un intérêt public, un intérêt commun, puisque c'est ça la République, l'intérêt commun, malheureusement, le sens de l'intérêt commun n'existe plus chez nous ici, parce que c'est beaucoup plus de qu'est-ce que je gagne dans l'affaire-ci, et dans cette théorie, donc, ça crée donc un mêlé-mélo, on trouve donc justement un bouc émissaire qui est malheureusement le chef de l'État. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre façon de dire ça, parce que en la date du 3 juin 2020, c'est une ordonnance que le chef de l'État a justement signée. C'est en rapport avec la loi de finances du 19 décembre 2020 portant budget du Cameroun. Et il se trouve que le président, avec les propositions certainement de ses collaborateurs, la conscience même tout ça. s'est vu obligé de réduire notre enveloppe
Valère Bertrand Bessala, cette réduction de 540, oui. 5 secondes, je vous lis quelque chose. L'Institut national de la statistique avec le PNUD, le BIT réalise une enquête pour évaluer des effets socio-économiques de la Covid-19 au Cameroun. Tu comprends? Comment ça se passe? C'est le président là? Pas du tout. En tout cas, nous parlons de l'enveloppe budgétaire. Oui, on parle, c'est après avoir évalué les effets socio-économiques qu'on réduit. Et c'est désormais cela, Valère Bertrand Bessala. Notre enveloppe n'est plus la même. Il faut laisser le président, il a beaucoup de choses à faire. 2019. Non, je crois qu'il faut d'abord un peu revenir sur la théorie budgétaire, parce que un budget, c'est un ensemble de prévisions. C'est un ensemble de prévisions et ce n'est pas un argent qu'on a là à l'instant. C'est-à-dire qu'on se dit que pour le budget 2020, de janvier à décembre, bon voilà, nous avons par exemple un package de 500, je prends un simple cas, un des exemples, je dis n'importe quoi, 500 entreprises qui vont nous aider à collecter peut-être en termes de taxes, d'impôts et de tout, peut-être 2000 milliards. Oui. Nous avons des activités lucratives, peut-être le pétrole va nous apporter, je ne sais pas moi, 700 milliards. Nous avons la douane qui va nous rapporter peut-être 800 à 1000 milliards. Nous avons, et au bout de décembre, du 31 décembre 2020, notre budget, nous estimons que nous aurons entre nos mains, c'est-à-dire l'État du Cameroun, 4 951 milliards, 700 millions de francs. C'était le budget 2020. 4 951 milliards. Voilà les estimatifs que l'État comptait engranger en termes d'entrée c'est pour l'année 2020. Alors, il est advenu que ce budget a été adopté à l'Assemblée nationale et le Covid est aussi arrivé. Le Covid est arrivé et ça c'est un cas de force majeure, c'est un cas fortuit dans la vie des sociétés et même dans la vie des individus. Vous avez votre salaire à la fin du mois, vous savez que l'État va vous donner vos 100 000 francs à la fin du mois et vous dites, bon voilà, je vais donner à madame 20 000 francs, je vais donner 10 000 francs pour les enfants, je vais garder, je vais aussi payer mon loyer, 40 000, il va me rester 20 000 pour mon transport. Et votre enfant fait un accident, quelque part on ne le souhaite à personne, il faut bien aller à l'hôpital. Donc vous comprenez qu'on va d'abord dire peut-être au bailleur, excusez-moi un peu monsieur le bailleur, j'ai un accident. Pour revenir à notre budget, qu'est-ce qui se passe? Nous avons prévu que nous devons engranger 4 951 milliards cette année et le Covid est arrivé, on n'a pas prévu le Covid. Et donc, on évalue donc l'impact économique du Covid parce que vous avez vu que les entreprises n'ont pas fonctionné, on a mis des gens en licenciement déguisé, on a mis des gens en congé technique déguisé, et puis la consommation a ralenti, les gens sont restés chez eux, la petite Bayamsalam, le motoman, tout le monde est touché. On se dit, on ne va pas demander au gars de la moto qui n'a pas fonctionné depuis 2-3 mois que le Covid s'est vu de venir payer l'impôt. Donc nous sommes en perte. Nous devons revoir nos prévisions à la baisse. C'est-à-dire que tel que nous avons analysé l'environnement, la perte que nous avons accusée du Covid-19, cela va nous coûter environ 542 milliards, 700 millions de francs. C'est donc cela que les techniciens du MINFI ont dû faire comme étude et comme équation et ont proposé à la signature du président de la République un collectif budgétaire qu'on appelle l'ordonnance pour dire au président, voici ce que le Covid risque de nous coûter, on ne peut plus atteindre le budget de l'année, il faut revoir à la baisse nos ambitions. C'est ainsi, c'est aussi simple que cela. Donc, ils ont donc dit au président, vous signez une ordonnance en expliquant clairement en 42 pages, parce que c'est une ordonnance de 42 pages, que voilà ce qui nous amène à réduire nos prévisions de budget. Nous ne pouvons plus atteindre les 4 951 milliards, mais nous estimons que nous aurons plutôt 4 400 poussières de milliards, 4 449 milliards. Voilà la grande logique de l'ordonnance. Cela expliqué, il faut aussi peut-être que j'entre dans la théorie constitutionnelle, parce que la Constitution est tout à fait claire dans son article 25, c'est-à-dire l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'article 25. C'est-à-dire que le président de la République peut agir dans le domaine de la loi, comme aussi les membres du Parlement. Article 26, c'est le domaine de la loi. C'est-à-dire que les membres du Parlement sont compétents pour telle matière et telle matière. Dans cet article 26, alinéa D, petit 2, il est donc inscrit la question du budget. C'est-à-dire le budget est une matière qui relève exclusivement, du moins dans le principe, de la compétence des membres du Parlement. C'est l'article 26. Et dans l'article 27, on dit tout ce qui n'est pas du domaine de la loi relève du domaine de l'exécutif. C'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas du domaine des députés et des sénateurs, le président de la République peut s'en occuper. Donc vous pouvez vous imaginer. Mais seulement,
la Constitution, dans son article 28, a prévu des incursions du président de la République dans des domaines réservés aux députés, donc à la loi, notamment à travers une technique réglementaire qui est un peu hybride, les ordonnances. C'est-à-dire qu'il peut arriver que le Parlement qui siège en mars, en juin et en novembre soit déjà en repos, c'est-à-dire dans l'intercession. Le Covid est arrivé au mois de mars, c'est-à-dire que la session même, on n'avait pas encore évalué les impacts du Covid. Vous voyez un peu. Et puis les parlementaires sont allés au quartier, vaquer à leurs occupations, et ce n'est qu'en avril qu'on a évalué en fait l'impact, et le président estime que je ne vais pas attendre que les députés reviennent en juin pour pouvoir procéder à une analyse et à une réduction du budget. Donc je rentre dans leur domaine en attendant, c'est ce que prévoit l'article 28, à travers une ordonnance. Le président de la République peut, sur autorisation, là je vais revenir sur cette théorie parce que j'ai suivi un ancien candidat présidentiel amener une théorie un peu qui ne tenait pas trop la route. Donc le président de la République dit, je ne peux pas attendre que les députés reviennent à l'Assemblée nationale en juin. Ça c'est un cas de force majeure, je dois prendre mes responsabilités. Il signe donc une ordonnance pour réduire le budget. En principe, Sora aurait voulu qu'il attende que les députés arrivent à l'Assemblée et soumettent en fait ça en loi. C'est-à-dire que c'est les députés qui ont voté la loi qui réduisent encore le même budget qu'ils ont voté en novembre dernier. Mais comme on est dans l'urgence, il signe une ordonnance. L'ordonnance veut dire quoi? L'ordonnance veut dire qu'en signant cette ordonnance, il va juste soumettre cette ordonnance à la prochaine législature, donc par exemple celle de juin, dire aux députés pendant que vous étiez dans vos circonscriptions en train de travailler dans l'intercession, j'ai dû signer une ordonnance qui relevait de votre domaine de la loi. Maintenant que je l'ai signée, la Constitution dit que je vous la soumette pour que vous la ratifiez, pour qu'elle devienne effectivement une loi. Parce qu'en fait, tant qu'une ordonnance n'est pas ratifiée par l'Assemblée nationale, elle reste un décret, donc un règlement. Voilà la logique. Maintenant, j'ai aussi suivi un candidat dire que non, le président est en infraction, il va attendre l'autorisation. Non, la Constitution dit bien dans son article 28 que dans les matières relevant du domaine de la loi, l'Assemblée nationale, les membres du Parlement peuvent, l'Assemblée nationale peut, le peut, c'est une possibilité. Le peut, c'est une possibilité. Donc, ça veut dire que le président peut convoquer soit en session extraordinaire, l'Assemblée dit, je veux prendre une affaire dans votre budget, là, moi, je ne veux pas prendre une ordonnance, je veux que vous-même vous veniez voter l'affaire. Il peut convoquer comme il a fait en session extraordinaire pour le Code général des collectivités territoriales. On l'a vu en décembre dernier. Il peut aussi prendre donc une ordonnance en attendant que les députés viennent la ratifier à la session suivante, dont le président n'est pas en infraction, parce que j'ai suivi, et c'est Cabral Libi qui le disait que non, c'est une infraction, le président ne devait pas le faire. Non, le peut, en matière légale, est une possibilité qui ouvre à un non ou à un oui, à une analyse ou alors à une probabilité. Merci. Cela étant donc dit, il faut que l'on comprenne que cet argent qui a été prélevé, du moins cette prévision qui a été faite, n'a été faite que dans les poches d'investissement et de dépenses, surtout de dépenses. Parce que il faut que les gens sachent que la présidence, par exemple, a perdu 15 milliards dans cette affaire-là. C'est-à-dire on a fait une coupe de 15 milliards dans le budget de la présidence de la République. Je ne cite que par exemple ce cas. Et dans beaucoup d'autres ministères où on a dû revoir leurs ambitions à la baisse. Ça veut dire que les ministères, par exemple, un ministère par exemple qui avait 50 milliards, par exemple, se retrouve avec 40 milliards, par exemple, pour les dépenses. On peut le dire comme ça. Et donc, c'est un argent qui a été collecté. À quoi serviront donc? Parce qu'il faut bien dire que à quoi servira tout cet argent? Cet argent sera donc alloué à la lutte contre le Covid-19. C'est pour ça que le président, en signant ce collectif budgétaire ordonnance, a aussi transformé le fonds de solidarité nationale en fonds spécial de solidarité nationale de lutte contre le Covid-19, qui sera donc un fonds qui va accueillir tout cet excédent qui a été prélevé dans le budget, c'est-à-dire fictif, et on va le réinjecter dans ce fonds-là, afin de pouvoir faire front contre le Covid-19. Maintenant, il y a d'autres questions que l'on peut aborder en fond, c'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin de créer un fonds et de penser qu'on va faire des coupes de dépenses pour injecter dans cette affaire? Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que est-ce que le Cameroun ne peut vraiment pas faire front à ce Covid-19 sans avoir forcément besoin de retoucher son budget, ainsi de suite? Ça, c'est d'autres questions, parce que la question de fond qui se pose, c'est que nous avons quand même des aides qu'on a eues. Par exemple, le FMI. On va vous dire, bon d'accord, le FMI a donné 135 milliards, il y a l'OBNUD qui a donné, il y a ainsi de suite à gauche et à droite. Mais est-ce que c'était vraiment important? Est-ce que l'État a besoin d'argent? Puisque depuis que nous
fonctionnant avec le Covid-19, on n'a pas vu vraiment une initiative particulière, éclatante de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Parce on se serait attendu, nous voilà qui parlions des masques tout à l'heure, c'est-à-dire que 170 masques qui n'équivalent même pas au nombre d'élèves. Nous avons vu les 2 milliards qui n'ont pas servi effectivement à la lutte véritable contre le Covid-19, c'est-à-dire la lutte qui devait aller plutôt dans la recherche. Et le président, dans le collectif budgétaire, prévoit que cet argent va servir par exemple à la recherche aussi. C'est-à-dire dans les 500 milliards, 542 qu'on a prélevés là, pour pouvoir, qu'on a réduit, mais qu'on va prendre en coupe dans les différents budgets de dépenses pour pouvoir injecter dans ce fonds. On va injecter dans la recherche sur le Covid-19 afin de soulager les Camerounais. Recherche locale. Bonjour le panel, les préfets et leurs suites qui sont allés remettre aux communes les premiers dons se sont fait royalement payer le carburant, celle-ci. Or, si les sommes avaient été divisées et envoyées à chacune d'elles, la valeur des dons aurait été supérieure à celle qu'ont reçue finalement ces localités. Bega Jean, depuis Yaoundé, nous a écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau, Jean-Brunet Fangono et à ton panel. Vraiment, chapeau à vous. Très belle émission. Quand personne ne fait fixation sur l'autre, vous m'obligez à vous suivre depuis bon nombre de jours au détriment de vos concurrents. Bleu, je sais pas. Continuez ainsi. Je vous admire beaucoup, surtout Valère Bertrand-Bessala avec ses analyses. Waouh! Longue vie à Info TV, longue vie à l'émission Le Débat, longue vie à vous tous sur le plateau. Valère DDA. Merci à vous, Valère. On vous a compris. Oui, à notre Valère, parce que le patriarche, à lui, on a encore accordé 50 bonnes années de vie sur Terre. Ajouté à celle-ci. Non, on sera mort depuis. Bonjour le panel, c'est honteux de suivre les analyses des panélistes. Vous faites le procès du don, que ça soit du chef de l'État ou du MINAT. Un don, c'est un don, il n'est pas obligé de le faire. Et je pense que le gouvernement a demandé aux parents d'offrir des masques à leurs enfants. Que ceux qui ne veulent pas que leurs enfants reçoivent ce don leur disent et le disent de ne pas recevoir, et que tous ceux qui critiquent cela partent montrer l'exemple au chef de l'État ou au MINAT avec les leurs. Merci Abdou Karim depuis Antananarivo. Merci à vous Abdou Karim aussi, ça fait longtemps quand même. Vous Je crois que c'est le Madagascar qui est ici à Yaoundé. Ce n'est pas le vrai. Bonjour, c'est vrai, c'est pour ça que le Cameroun est un pays difficile à gérer. 88,8% des Camerounais sont des voleurs. C'est l'accès à ce qu'il faut au volet qui est difficile. Ils sont très peu, si non presque pas, parmi ceux qui critiquent le régime en place, qui feront mieux. Selon la mentalité camerounaise, ce pays va bien ou mal en fonction des positions à la mangeoire. C'est parfois pour ça que je considère tous ceux qui comparent le Cameroun à un tout autre pays d'aveugles voyants. Vous ne pouvez pas vous projeter à améliorer un contenant dans lequel le contenu est pourri et croire avoir fait quelque chose. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme le disait quelqu'un. Malheureusement, vous n'avez pas donné votre nom pour savoir si vous êtes vous aussi camerounais. J'allais lui demander s'il est parmi les 2% d'honnêtes ou alors les 98 de malhonnêtes. C'est un pauvre. Patrice Abiloa, ici, ce n'est pas le président qui prépare le budget, mais il peut reconduire le 12e du budget en cours. Il peut plus ou moins impacter en ratifiant la loi de finances. Arrêtez de nous aliéner. On parle des 12e provisoires. Alors, la question était peut-être posée, mais on va aller un peu plus vite parce qu'il nous reste que 5 minutes avec vous sur ce plateau. Voilà. Révision du budget, est-ce qu'il était véritablement prioritaire, ce acte? C'est vrai qu'il est déjà posé. Oui, il était prioritaire compte tenu de l'impact négatif de Covid-19 sur l'économie. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Dans tout le monde, dans des grands pays qui, heureusement pour eux, ont des banques centrales. Et les présidents ont demandé des sommes faramineuses pour soutenir certains secteurs de l'économie. Mais nous ne le pouvons pas. Nous pouvons seulement aller nous faire lier les mains au FMI ou à la Banque mondiale. Donc, de toute manière, ce qui a été fait était nécessaire. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas comment les gens comprennent. Chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Nous disons, moi, je dis ceci,
le budget, ce n'est pas le président qui prépare le budget, c'est tous les ministères et qui envoient cela au ministère des Finances, qui coordonne tout et qui, lorsqu'il faut faire une modification, Bertrand l'a expliqué suffisamment, prépare un texte que le président soit qu'on envoie comme projet de loi à l'Assemblée. Donc, les gens qui disent n'importe quoi, on est contre les collaborateurs du président, personne n'est contre. On ne vient pas ici pour tirer sur certains, on ne vient pas ici pour faire plaisir à d'autres, nous venons ici pour dire notre part de vision, pour dire notre part de vérité, à chacun de se faire une religion. Arrêtez d'insulter les gens, nous ne le faisons pas en ce qui vous concerne. Merci. Alors nous sommes en train de conclure avec vous tous sur le plateau. Hubert et Somba, on a parlé justement de cette révision qui est, ma foi, était pas attendue, mais obligatoire, compte tenu de la circonstance dans laquelle se retrouve le Cameroun. Et Valère Bertrand Bessala a, une fois de plus, je voudrais dire, éclairé la compréhension du fait qu'un budget, il est provisoire. On peut s'attendre à ce que les ressources viennent d'ailleurs ou alors même du collectif interne, mais sauf qu'au Cameroun, quelques semaines avant, ce même chef de l'État, il avait décidé que les commerces, notamment les transporteurs et autres, ne paient plus d'impôts et tout ça. C'est ça qui renforce l'enveloppe budgétaire. Mais si on voit véritablement qu'à ce niveau, puisque ce secteur, on a interdit ou alors on a dit qu'ils ne vont plus rien payer, pour ce qui est du commerce international, c'est même bâclé, alors vaut mieux réduire l'enveloppe à sa juste proportion. Effectivement, en dehors de son caractère provisoire, le budget est prévisionnel. Ça veut dire en vérité qu'on fait des prévisions sur les entrées et sur les sorties, pour parler simple. Au niveau donc de la situation sanitaire actuelle et même sécuritaire, parce qu'il faut également se rendre compte qu'il y a également notre impact là-bas, parce que la sécurité n'est pas toujours rentrée au beau fixe. Ça veut donc dire que les poches d'entrée ont connu suffisamment sont affectées sérieusement et ne peuvent donc plus arriver aujourd'hui à honorer aux engagements prévisionnels tels que prévus dans l'élaboration du budget. La révision donc de ces budgets devient une nécessité qui s'impose par rapport aux réalités de l'heure. Mais notre problème est beaucoup plus ailleurs. C'est-à-dire maintenant, si nous sommes donc conscients que la réduction est la conséquence de la pandémie du Covid-19, l'argent donc que nous allons épargner pour faire face à cette pandémie, va-t-il véritablement suivre l'itinéraire prévu au vu de ce qui se passe d'habitude chez nous ici? Et ça me permet de revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure le patriarche, en quelques secondes, que nous ne venons pas ici pour vouloir dire ce que les gens veulent entendre. Mais nous venons ici dans l'optique de chercher les voies et moyens pour atteindre la vérité cosmopolitique qui est une nécessité pour résoudre les problèmes du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne venons pas là pour laver X et pour peut-être noircir Y. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Valère Bertrand Bessala, conclusion, le Cameroun désormais, la réduction de son enveloppe à pratiquement 542,7 milliards de francs CFA, une variation de 11%. Et ça, c'est depuis le 3 juin, en attendant justement que les députés valident cette loi. Et ça fera désormais ce avec quoi nous allons fonctionner chez nous pour l'année 2020. Oui, c'était très important. Il faut toujours revoir ses ambitions à la baisse lorsque vous avez un cas fortuit ou un cas de force majeure qui survient, donc qui vous amène à reculer dans vos ambitions. C'est très important. Mais moi, je maintiens quand même la grande question de fond. Vous savez, quand l'État décide de renoncer à un impôt, automatiquement, il doit aussi revoir au niveau du budget, parce que c'est une perte, une coupe sèche. Donc c'est comme cela que ça s'analyse. Maintenant, est-ce que vraiment c'était important? Nous avons vu par exemple que, j'aime toujours partir de cet argent qu'on a reçu du FMI, les 135 milliards. Le dossier qui a été envoyé au FMI, justement, expliquait la perte du Covid-19 je crois au 30 avril.
telle que l'État a essayé de la libeller. Et c'est pour cela que le FMI, pour nous faire passer à cette facilité de crédit rapide, a reçu le dossier qui était en béton pour dire qu'effectivement l'activité auto-ralentie et l'État a estimé que les pertes s'élevaient à 114 milliards. Alors si les pertes étaient estimées à 114 milliards et que le FMI nous a aidé à renflouer les caisses, c'est-à-dire à remplacer donc ces pertes-là, c'est-à-dire au 30 avril, pourquoi aller à 4 ou 5 fois plus ce que nous avons soumis au FMI comme dossier pour estimer que c'est à cela que s'élèvent les pertes en termes de rentrée du Cameroun? Parce qu'il faut qu'on soit aussi un peu conséquent avec nous-mêmes, parce que même dans les 542 milliards, on a prévu qu'il faut aussi renforcer les entreprises. C'est-à-dire qu'il y aura un financement aux entreprises dans cette affaire-là, au-delà du soutien social. C'est le soutien social qui est le plus important, c'est-à-dire le Camerounais lambda. Parce que c'est cela, mais je crois qu'il y a d'autres ambitions derrière cette affaire-là, parce que je sors par là, nous avons critiqué ici l'acte du MINMIT, le ministre des Industries, qui avait introduit la possibilité pour les entrepreneurs de faire des importations dans le cadre du Covid-19, du matériel sanitaire, vous vous en souvenez. Imaginez maintenant que avec cet argent que l'on va mettre de côté, que l'on va injecter dans le Covid-19, surtout, il y a eu une poche de 50 milliards qu'on va injecter dans la santé. Vous vous imaginez que, effectivement, nos amis, les entrepreneurs, vont se livrer à cette affaire-là. Vous avez même suivi l'histoire d'un fils d'un ponte du régime qui, au Minsanté, on a retrouvé ses bordereaux et tout ça d'importation au niveau de la ville de Douala. Vous suivez mon regard, qui justement est entré dans cette affaire-là. Donc, voilà un peu ce qui se cache derrière cette affaire et c'est lamentable. Je crois que le président de la République doit davantage voir plus au fond l'utilisation qui sera faite de cette affaire de Covid-19. Et comme disait un des téléspectateurs, ça sent la prison. Merci à vous tous pour la présence et la pertinence. Bonjour le plateau, merci pour ce que vous faites tous les jours pour nous. J'ai une question pour Valère. Quel est le rôle des sénateurs dans notre pays? Ça fera l'objet de tout un autre débat. Le temps pour moi de dire merci au patriarche Biloua ici d'être passé ce matin. Merci à ceux qui nous ont regardés, ceux qui nous ont écoutés et surtout ceux qui ont pu tirer quelque chose de ce que nous avons dit. Hubert Somba, merci. Il en est de même justement de ce que disait le patriarche, parce qu'effectivement, le tout n'est pas seulement de dire, mais beaucoup plus ceux qui ont écouté, ceux qui peuvent en tirer justement profit. Et surtout que vous êtes un ressortissant des Ligacom. Des Ligacom. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à Jean Nicolas, merci à Ben Valls, merci également à Janvier Désiré Kenge, bref à toute l'équipe technique de production de ce programme, le débat sur Info Télévision. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain quand il sera 10h à Malomé Bay. Bonjour.